everyone here at MEG. Bonjour. Bonjour à toutes les personnes présentes ici dans la salle, mais également toutes les personnes en ligne pour cette deuxième journée de la conférence sur la décolonisation de la recherche en provenance, les expériences en construction de la connaissance et la négociation de l'avenir des collections coloniales. Nous avons avec nous Brooke Garou qui a pu être présent avec nous, c'est le seul d'ailleurs qui a pu être présent ici aujourd'hui. Il est australien, mais il a eu la possibilité de se joindre à nous aujourd'hui. Donc nous sommes très heureux puisque, en particulier, il a travaillé avec nous sur d'autres expositions par le passé. Et aujourd'hui, il va nous parler d'une question qui est importante pour nous dans nos collections. Il y a certains points importants dont il va nous parler. Et donc aujourd'hui, Brooke va discuter avec certains de ses collègues, Brian, Roselyne, donc Brian Martin, Roselyne McGregor et Kimberly Moulton. Donc je vous donne la parole, Brooke. Et je pense que c'est votre micro. Yama à tous, donc ça veut dire bonjour dans ma langue maternelle. Et je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Je vois ici tout le monde et je suis vraiment reconnaissant à l'équipe technique, en particulier dans cette période complexe et difficile pour tout le monde. Alors voici le PowerPoint. Mais nous aimerions avoir à l'image également Brian, Roselyne et Kimberly. S'ils sont déjà connectés, ce serait vraiment super de voir leur visage. Donc voilà Brian, Kimberly, et j'espère que nous aurons également Rose. Je voulais donc reconnaître les personnes présentes ici et les personnes qui se trouvent dans la pièce à côté de Roselyne, les personnes de notre terre. C'est une période très importante pour cette communauté. Je travaille avec Rose depuis des années maintenant. Et je vais vous expliquer, j'espère qu'on va pouvoir la voir à l'écran très rapidement. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est commencer par une présentation PowerPoint afin de vous donner un peu de contexte. Donc, nous avons une histoire Goulani. Goulani, ça veut dire arbre. Et nous avons d'ailleurs plusieurs noms pour les arbres. Pourrions-vous nous voir la diapositive suivante? Diapositive suivante. Voilà. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà vu cette carte de l'Australie. Elle n'est pas exacte, elle n'est pas parfaite quant aux frontières, mais c'est une belle représentation, quoi qu'il en soit. Kimberly est une Yota. Brian et Kimeleroy, Banjolan et Maruani. Et nos contrées, nos pays sont connectés. Au sud-est, il y a un long pays, le Bredri, et il y a les Kamilaroi aussi également. Donc il y a des relations très importantes, en particulier en ce qui concerne les Golani, donc les arbres. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je pense qu'il était très important également de vous donner un peu de contexte. Voici une cérémonie où l'on fume. On peut voir les enfants qui sont également... On a travaillé avec Rose sur ce point. C'est lors de la 22e biennale de Sydney, nous nous sommes rendus là-bas. J'étais un conservateur et j'ai demandé à la communauté de pouvoir utiliser un film de 1949
Voilà, diapositive suivante. Alors, c'est une période très difficile pour les personnes autochtones de la région, les aborigènes, puisque beaucoup d'arbres ont été coupés à l'époque. Donc, nous avons demandé à Ross et à la communauté si nous pouvions montrer ces images lors de la biennale. Diapositive suivante ici, vous pouvez voir une image de la biennale avec différents artistes qui y sont représentés. Vous avez Eric Bridgman qui est assez connu avec une peinture sur mur. Nous avons également Stern Maka qui est également artiste, un artiste Matonga qui propose un tissu, une œuvre d'art sur tissu. Et nous avons également sur la gauche cette image, cette photo. Il y a également une peinture historique que nous pouvons lier à Frédéric McCoburn, qui était une image du début de la colonisation. C'est important lorsque je travaille avec les communautés quant à ce qu'on appelle peut-être des preuves, des choses qui ont été perdues lors du développement de l'histoire. Et donc on appelle ça souvent des objets puissants. Par exemple, ces photos, ces histoires racontées par la peinture, pour nous, ce sont des objets puissants. Et donc on travaille avec les communautés pour qu'elles nous donnent la possibilité, la permission de montrer ces images. Et cela fait partie de la guérison des communautés. Parce qu'il reste peu de goulani dans le district donc d'arbres. Diapositive suivante. Ceci, ce sont deux goulani. Les communautés ont de longues relations avec ces objets. Cela fait partie de la manière d'avancer en ce qui concerne la décolonisation, la réappropriation et le rapatriement. C'est quelque chose de très spécifique et qui est très important. Diapositive suivante. Alors, ceci introduit le deuxième film. Donc, il y en a un qui fait 14-15 minutes et qui est organisé avec la communauté. Il parle des pays, l'importance des goulani ici, mais également les goulani qui vivent toujours sur le terrain, là-bas, dans le pays. Et nous allons voir donc un court film, un court métrage avec nos différents présentateurs, donc avec nos différents orateurs plutôt, Roselyne et Kimberley. Donc cela servira un peu de récapitulatif de la situation. Donc nous allons voir les deux petits films et puis après nous aurons notre discussion avec Kimberley, Roselyne et Brian. Donc pourrions-nous passer le premier film, s'il vous plaît? Those that are not here today, those that were taken. Yama Malia Birligal Gobiai. Camilo in Nale. Gaya Google down Murray winning Ailana. Yeni Nyau Balangaya Ngulay winning Ailana. Dulu board Google Bora winning Ailana. Down Go Maru winning Goldai. Bulawa Bula Yanawandai. Nguwalay Yeni down da Gare.
Gawaltana, Gamubala, Gawal Leylandai. Dulun Yini Winningalana, Wandagu Namagaraldai. Board down de Gani ila Dubala. I thought they were called the carved trees. They are the carved trees. So these carved trees have been around here for a long time. Some of these trees are over 800 years old. When they're that big and they've been growing out there in the bush. But they're from a Bora ground, and a Bora ground is where you, when you grow up and you become a man, you learn all this stuff about the trees, okay? And you learn about the patterns that are on them. We've lost a little bit of it, but there are glimpses from people that do know information about these trees. So it's very important. When you get old enough that you keep coming back into these trees, they're like our libraries. They'll be telling us exactly who came before us and what they mean and what they mean for you in the future. What you've got to protect and where you come from. There's lots of them, isn't there? Yes. So there was over 100 trees that they'd taken from the Bora ground. These are the ones that are just left around here. Yeah, and these were just down at the old homestead just down the road, and they've propped them up in here. It looks good, doesn't it? Yeah. Looks tidy. It's protected from the weather. I see today as a really important day in allowing our kids to understand what culture is to them, linking that to education so that they have a really great understanding moving forward, because if we don't tell these stories and get these stories into the minds of our students now and our kids now, they'll be lost forever. The biggest impact I've seen from the carved trees is from 10, 11 years ago, from children. It was just, oh, I've heard of the carved trees, to now it's integrated into our programs. Kids use their artwork based on those stories from the carved trees, those markings, the connection to country. I teach local lessons, which is very important for the revitalisation of the local Gamilaroi language. Language lessons are very critical for an Aboriginal student, as it gives them self-esteem, identity, culture and pride. They become interested and participate more in class, which enables them on their educational journey. Sacred trees hold many of our ancestors' stories. They connect us to our identity, language, culture and heritage, and most importantly, connection to country. It is hoped that one day all those trees that belong to Gamilaroi country, especially those that were taken from Colarindabri, be returned to their people, returned to their land. Giving back those trees gives back our history, identity, and a cultural education opportunity for the younger generation. Gaan Galia, Nininu Dulu, bring back our trees. Thank you. Some of them young adults now, so I've been working with them since they were in kindy, and really watching them has been a really amazing privilege as they create new and contemporary ways of expressing their culture, and their connection to the Banawe Bora ground and the carved trees, watching them embrace that and bring it into a new understanding is really, I could not have imagined coming up here to do an arts project that the reverberation that's had. And the fact that these trees might actually come home, back to country, it's just, I can't express how amazing that is, to be just even the smallest part of that journey, and the generosity of this community.
Ros came to me with an opportunity to collaborate with Collarenebri Central School with such a significant thing for young Gamilaroi people, whether that be at Collie or whether that be at Walgett. It really was just a unique opportunity, an extraordinary opportunity. What we wanted to do and what the students wanted to do was try and get as close as they could in the modern day to the carving of the trees. So we basically looked at the students painting all these beautiful murals, and we put them onto the blackwood, and it was just a fantastic way to have the students paint and create and use their skills in trying to make a really positive and good connection to their past. I am Shayani and I'm in Year 7. It was great to go on Kamilaroi country and see the carved trees. I've got some ideas from the carvings to put in my artwork. I'm young and still have lots to learn about the history of carved trees, but now I know it's time for them to come home. We just had the privilege of having such a good experience with Ros and Liz, and taking the opportunity to get up to Collarenebri and be on country with the Stage 4 students, which really was the impetus of this exhibition. So, you know, when we look at phenomenology and we look at First Nations people, they're responding to their experience and the experience of being on country, where they really understood the symbols that were actually carved into the trees. And when they came back, we had a series of workshops. And these workshops, where each stage group will come in and just respond to the experience of being on the land and creating the symbols that meant something to them and put them into a series of designs. The students could recognise what the significance to them and their journey as young people, and that legacy that will be left up to them by the people who started this journey. From a cultural standpoint, what other better opportunity would these students be able to get? And it's the words of Ros McGregor that these students need a Western education, but not at the expense of their culture and identity. From seeing the carved trees in the Powerhouse Museum 15 years ago on a school excursion to now that I'm working at the school, being in the thick of things like going out on country and learning from elders, the kids and I really soaked in the knowledge and got an understanding on how important that the carved trees are coming back home. Seeing the film in 2020 of the trees getting cut down and stolen was a very disturbing sight to see. I was in complete shock when I seen that happening, and I wondered if they're ever going to be returned back to its home soil. And we're working through the process now of trying to get them back. So some of those learning institutions like Melbourne Museum, over in Adelaide, I think we've had delegations from Collarenebri go there to have a look at them. And I've been down to Melbourne and I've been very upset by the fact that some of these trees aren't displayed. They are put in a shed, a storage shed, and they're strapped down to a pallet, and it made me cry. So as far as I'm concerned, I think the more power that traditional owners have to try to get them back to country is important. Once we get these back, I think it'll complete the circle for those trees with their travel and what they've done, but also for our community here to start rekindling some learning experiences for them about what the trees mean. Don't you try? They've been carved by our people, you know? Yeah, no. They're very important to us. We just want them back. They're ours. We want them back. To us, they've been stolen. That's why we want them all brought back.
Yeah, we're going to put them on the road from the cemetery gate up to our Aboriginal cemetery. I won't probably be around to see that, but I hope my grannies are. We don't know when those trees will be returned. It's up to you young people. If you're in kindergarten, maybe that's your job in 50 years' time, to bring those trees that are in museums, not only here in Australia, but around the world, home, to rightfully where they belong. Thank you. Yama Malia. I am Chris Bard, standing here along with our Coloranabri Bora trees on behalf of my families and school. Today is one of those amazing days in Collie where we get to celebrate our past with our present and take that into our future identities and heritage. My name is Annabelle Cole, and on behalf of our emerging elders, I say that the beauty of our trees is known around the world, but the importance they bring to our identity is more than we understand today. I know that one day my sister and brothers, cousins and friends will have to take care of these trees. We will also have to tell people about the history. Can you help us to learn how to do this? Our generation cannot do it alone. We need the past. That is why we are here. We never walk alone. And as these trees show, those who joined to create them hundreds of years ago are the reason we are here today. The Gamilaroi people gained strength from the knowledge of past of our carved trees and from one another. But as we gather, we know there is some spirit missing. We know there is something missing every time we come here. They were created together. Their meaning has strength together. But they know a part of them is missing. When the others start coming home, coming back, the carved tree's spirit will return to the full strength of their purpose. We know that purpose may not be as it was, but it allows us to evolve just like us. We look forward to our carved trees coming home, on country, on Gamilaroi country. Nyeninginda Ganoga Gagawea Gamilaroi Marumali Nyeni Bula Marumalabli Binawa Biruli Mari Wandanile Yanagilawaya Yaliunga Bala Winning Ailandai. Thank you for that. Merci. Pourrions-nous directement mettre la deuxième vidéo, s'il vous plaît? So we're here today to talk about a project called More Than a Gulani, Aboriginal Knowledge Systems. And Gulani is actually a Wiradjuri word for trees. And this is a project, an Australian Research Council project that myself and Brooke Garo Andrew are leading. And of course Kimberly is a researcher on the project as well. And what we're looking at
specifically is the significance of trees, mainly in southeast Australia, and that's why it's called, of course, More Than a Gulani, More Than a Tree, and how trees are our ancestors, and specifically when we think about marked trees, and when I say marked trees specifically as opposed to scar trees, because we're trying to change the narrative of like a deficit or something negative. So marked trees as our cultural ancestors, and really the project looks at about the significance of trees in the narratives of culture and place, and how they interact, I suppose, between the past and also the present into the future. And in particular, this is why we're at Museums Victoria today, to talk about some of these Gulani, or in Bundjalung, Bungabi, talk about trees and their significance in context of the project as a whole. So we're currently sitting in the storage facility for Museums Victoria, and within this storage facility we have around 22 cultural belongings of ancestors, or they're known as dendroglyphs as well, or carved trees, and they're actually behind us right now. As part of my role as Senior Curator for the Southeastern Collection, I care for and curate over 4,000 cultural material, cultural belongings from across Victoria, New South Wales and also Tasmania. And these carved trees, or these cultural belongings, are a significant part of that collection. They came to the museum in around 1950 from an expedition between Museums Victoria and the South Australian Museum that went out onto country and cut down without permission the trees from country. Yeah, and I think that the matrix of relations is so important, and Mary Graham talks about this, Dr. Mary Graham talks about this, Auntie Dr. Mary Graham talks about this in terms of, you know, place and how the matrix of relations is premised on place. So the relationality between people is important, and the relationality between people and place is important. And that matrix of relations is important because that's where agency comes from country. This is what these cultural materials and ancestors carry in, as opposed to seeing them as objects. They're not artefacts or objects. They are living entities. They carry that agency. And it's also, I think, one thing that's valuable when we think about Indigenous cultures in Australia is the rearticulation, or you use the term regeneration as well, which is amazing. I think that rearticulation of our practices from the past into the present is so important. So when we look at ritual, memory and practice, that's what's important about how, you know, some of these dendroglyphs, for example, that were painted, those paintings or even some of the carvings would have been redone and touched up. So it's almost like it goes against the idea of this Western concept of conservation, don't touch the authentic object in a way, whereas these cultural materials were supposed to be used, supposed to degenerate, they're supposed to fall apart, you know, and that's what's interesting, because these are organic materials, they will eventually disappear. Yes. But then our culture is, well, we make another one. And I think it's the building of relationships between the institutions and the community, like we've been speaking about, and it's an ongoing, I think, with repatriation as well. It's around, you know, really fostering that between communities and the institution, and it's an ongoing relationship, because, you know, these relationships have been held for hundreds of years in some cases, since our cultural belongings have gone into these institutions. And so how do we foster a healing in that space and a continued sort of positive relationship ongoing, where in some cases our, you know, cultural materials can be back on country, but also our culture and our histories can still continue to be represented in these spaces through the living voices of the community. Museums Victoria, we've worked on several repatriations, and we did repatriate a tree a few years ago back to community. And that was a momentous occasion for us, because it was a part of a healing of that history, but
we continue to have a relationship with that community through curatorial, through conservation, collection management, and it's just a really positive example of what can come from that kind of project and relationship building, really. But the cultural strengthening, I think, like you were talking about with the work that Aunty Ros is doing, and that this project, you know, aims to work with community. I've witnessed myself working for many years, working with youth and collections, and the cultural strengthening that comes from kids and children having the opportunity to be with elders with these collections and cultural belongings. And it's really significant for identity and for grounding. So I think what is so important about the rearticulation of cultural materials back into the next generation, into our youth, what's important, even sitting here with you, and I know what's behind us, you know, this is a connection back to country. This is so significant, and it's so grounding in place. I mean, we're not on Gamilaroi country here. No. You know, we're on Wurundjeri country in Victoria, and there's other country here, there's other place here, so it takes us back to place in those ways. And I think what's really important about that in the next generation is it's about showing the reactivation of culture. Yeah, absolutely. I think that understanding the full story is so important, and obviously as researchers, you know, that's what we do, right? It's investigating history and it's getting that full story. And right now, you know, where we're sitting, there's just one part of the story here. Yeah. And it is distressing. It is quite distressing, you know, being and coming in here and seeing these ancestor trees, you know, off country. But I also, you know, think that in that work that we're doing in sort of looking at the agency of these ancestor belongings, the agency of the community that continue to connect to them, and also, you know, the relationship between the museum and this history, pulling it all together. Yeah, some of it's not pleasant, some of it's actually pretty ugly, but also we need to recognise that, acknowledge it, and you know, continue the journey, because it's stopped halfway here. I think, you know, there's time that the journey is, you know, still going, and yeah, we'll see where that takes us, but yeah, there's hope. What are these materials? These are amazing. Yeah, so in the process of exchange, when the Melbourne Museum or Museums Victoria received the trees, there was a letter that we received from Geneva asking for a carved tree for their collection. And so over the course of a little while, there was letters that were back and forth between Melbourne and Geneva discussing, well, what are we going to exchange, you know, what are you going to exchange us for this carved tree? And there were some other Aboriginal cultural materials that were sent over with that tree also. So this was in the 1950s? This is in the 1950s, yeah. And so what we're seeing here is the Peruvian pottery, the extremely significant pre-Columbian Peruvian pottery that was exchanged for the carved tree. So, you know, Geneva, you've got the tree from Melbourne Museum, which is from country, was never ours in the first place. But that exchange, and what we're seeing here is the Peruvian cultural material that was exchanged for that tree. It's really, I mean, it's breathtaking. There's incredible pieces in here that you can just get a sense of the culture and the people that use these, that painted their identity, their markings, you know, on their cultural material. And yeah, I guess when we were talking before around this, getting the full picture, this is starting to appear for us now, the more research and the more we go into this moment in history between Geneva and Melbourne. And it's coming to light. The objects and the cultural material are showing themselves to us. Merci beaucoup. Maybe if Merci. Pourrions-nous peut-être
voir Rose, Kimberly et Brian à l'écran, s'ils sont connectés avec nous. Et j'aimerais dire également que Simon Rose ont travaillé avec Brian et Kimberly pour la création de ce dernier film que nous venons de voir. Yama, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Annie-Rose. Comment cela se passe avec les autres personnes dans la pièce à côté? Ça va, c'est pas mal. On vous entend pas. Je pense que vous avez peut-être coupé votre micro. Ah, oui, tout va bien ici. Super. Donc nous avons 25 minutes pour notre discussion. Et Anne-Rose, j'aimerais peut-être commencer avec vous. Pourriez-vous nous parler du pouvoir de guérison de ce processus et ce que cela a signifié pour vous, pour les enfants, et lorsque l'on parle de rapatriement également? Je pense que dans la vidéo, on comprend bien que les arbres ont été volés dans des nations, dans des pays. Et donc nous devons enseigner aux jeunes comment devenir des adultes. C'est vraiment le message important. Donc les arbres ont été volés. Mais ils n'ont jamais été oubliés. Ils ont été créés par les esprits de nos ancêtres, nos populations. Et Brian en a parlé, et Kimberly également. Ce sont les esprits sacrés de nos ancêtres. Et ils doivent revenir à la maison. C'est important, sinon nos esprits ne peuvent être réunis. Alors quand j'ai commencé ce processus avec les jeunes, mes collègues, il s'agissait d'éduquer, d'enseigner ce qu'étaient les arbres. Et ils ont amené la communauté à les suivre. Et je crois vraiment maintenant que nos populations nous guident et nous ont amenés vers vous, Brooke, Kimberly. Nous sommes ici aujourd'hui. Et je suis dans ma communauté également, dans cette conférence. Et ceci n'est que grâce à notre peuple. Je sais qu'on a des collègues ici, des amis ici à Genève. Vous ne les voyez pas, mais ils sont très fiers, très heureux de pouvoir vous entendre depuis l'Australie. Je pense qu'il est important dans ce contexte de mentionner ce que vous avez dit. Lorsque ces objets cérémoniels ont été pris, volés, cela a mis fin à ces cérémonies. Avec des personnes, il y a eu des génocides, des personnes qui ne connaissaient pas notre langue, il y a des connaissances très importantes qui ont été perdues, et il y a également le langage qui est très important pour nous. Il y a eu les missions avec la ségrégation, l'apartheid qui arrivait dans d'autres pays, mais qui était similaire également dans notre pays. Et donc si on met ceci en contexte avec l'Europe, ce serait comme si vous ne pouviez plus aller à l'église, vous ne pouviez plus parler votre propre langue. Et donc c'est des obstacles majeurs à soulever. Et donc je pense que ce projet vraiment met en avant ceci et met en avant la question de la guérison. Et donc Anne-Rose, Brian, vos pratiques se concentrent également sur les arbres. Et donc j'aimerais vous demander si vous pourriez peut-être nous parler de guérison. Et Roselyne également pourrait nous dire ce qu'elle en pense dans ce contexte. Merci.
J'aimerais également saluer Ross de la part de mon territoire, ou du moins de celui dont mes ancêtres sont originaires. En ce qui concerne la guérison, c'est une agence spirituelle. Comme nous l'avons dit, ces arbres sont nos ancêtres. Dans la vidéo, on en parle, ce ne sont pas des objets. Et je pense que c'est vraiment la différence pour nous, en Australie. Dans les communautés aborigènes, pour nous, la Terre est une entité vivante. On appartient au territoire, ce n'est pas le territoire qui nous appartient. Et c'est la relation que nous avons créée. Et c'est notre connexion. Donc quand on prend notre terre, notre territoire, c'est une séparation qui correspond à celle de la séparation d'un membre de notre famille. Et donc, pour ce processus de guérison, c'est le retour de nos ancêtres à leur terre d'origine. La situation ne sera jamais celle qu'elle était, mais ce n'est pas ce qu'elle doit être. Ces événements font partie de notre histoire. C'est vraiment une histoire de persévérance, de force, de transformation. Les cultures sont des choses dynamiques, qui varient. Et c'est ce qu'il y a de beau à raconter par rapport à cet événement traumatique. Et quand on voit ces images, ces personnes qui pleurent et nos ancêtres qui sont coupés de la sorte, eh bien, qui sont abattus de la sorte, eh bien, nous ne sommes pas là pour la revanche. Non, nous sommes là pour la guérison, dans le respect de nos ancêtres et dans le respect des personnes qui ont sculpté ces arbres. Et donc on fait ceci avec respect, honneur. Et c'est vraiment ce que veut dire être fort. Do you want me to keep talking? Kimberly, vous travaillez dans un contexte de musée également. Donc vous avez expliqué à quel point c'est difficile, donc de tous les côtés, sur le terrain, les communautés ou dans vos propres pratiques. Et c'est un espace qui est très difficile de négociation. Oui, je vais dire la même chose que Rose. Donc, depuis Melbourne, Brooke, je rentre tout le temps donc de là où je viens. On parle de nos ancêtres, de notre culture vivante, des objets. On parle d'appartenance culturelle, d'objets culturels et de connexion. Lorsque je vais dans les musées, je travaille dans des musées avec des matériels donc bien spécifiques depuis donc des objets du 19e siècle et plus tard. Donc les musées, justement, ont cette connexion avec ces objets culturels particuliers. Et c'est ce que nous avons fait depuis des décennies. Nous travaillons dans cet espace donc de connexion par rapport justement au respect de nos ancêtres, de ceux dont nous descendons. Donc ces objets, souvent j'obtiens des photos. Par exemple, lorsque je fais des recherches au niveau international, etc. Et donc ça a bien sûr une signification pour notre famille. Donc, si vous n'avez pas vu votre famille pendant longtemps, c'est la même chose. Vous faites des photos, vous créez une connexion. C'est le type de pratique que j'ai également lorsque je travaille avec les collections, justement pour faire en sorte qu'il y ait ce respect profond de la connexion. Merci Rose. En tant que propriétaire de ce type d'objet, comment est-ce que les choses ont évolué dans votre communauté? À quel point est-ce que c'est difficile justement d'autonomiser les pays à ce niveau-là?
On l'a entendu dans les deux films, les deux sont très beaux et merci pour tout le travail qui a été créé avec ces films. Ils sont vraiment très rares. Au cours des 3 ou 4 dernières années, quel changement avez-vous pu voir justement par rapport à cette autonomisation? C'est avec les jeunes surtout. Nous avons une culture. Nous avons une culture. Je travaille dans les écoles. Donc on a commencé ce voyage justement d'enseignement et on a ces arbres sculptés. Il faut expliquer cela aux jeunes. Il était important qu'ils sachent. Donc ils doivent écouter les anciens et justement qu'il y ait cette connexion en tant que peuple autochtone en lien à notre culture. Qu'est-ce que nous voyons pour l'avenir, pour ces arbres sculptés? Il faut que les jeunes aient ces connaissances. Donc bien sûr, il doit y avoir l'éducation, l'enseignement, mais pas aux dépens de notre culture. Donc les peuples autochtones, les communautés, etc. Donc il faut former les gens. Ça a toujours fait partie de nos communautés. Ces arbres donc doivent retourner où ils appartiennent. Et c'est pourquoi que nous sommes ici. C'est le matin à Genève, mais à nouveau, c'est les esprits, nos ancêtres qui nous guident. Donc ces arbres doivent être rendus, retournés à leur terre. Pour les peuples autochtones ou non autochtones qui travaillent avec nous, on chante donc ces chansons et les objets doivent être rapatriés au Monash, à Melbourne. Et donc ça sera l'étape suivante. Il nous reste encore beaucoup de pain sur la planche, mais ce sera une étape déjà et qui a beaucoup de sens. Inimara, ce qui signifie travailler avec la vie de manière respectueuse. Nous avons diverses questions, mais peut-être nous allons y répondre. Nous avons de nombreuses questions de Laurence Favre. Pour nous tous, et pour les personnes d'Australie, quel est votre point de vue entre le point de vue de l'État et des communautés en ce qui concerne le rapatriement des objets? Est-ce que c'est pertinent à tous les contextes? À l'heure actuelle, comment est-ce que la relation fonctionne entre les communautés et les différents niveaux gouvernementaux? Comment est-ce que vous organisez justement les prises de décision avec les stakeholders? D'un côté, pour les demandes donc, de rapatriement et de notre côté, donc c'est la deuxième partie de la question, quelle est l'autonomie d'un musée comme le MEG, par exemple, pour qu'un objet soit restitué aux communautés? Oui, je vais répondre rapidement. C'est une question qui pourrait apporter une réponse très très longue. On pourrait en faire une thèse.
Donc, je ne vais pas trop parler, mais de mon point de vue, comme je travaille avec les communautés et avec des musées, tout dépend du type d'objet ou l'objectif du musée en soi. Comme on est dans une période de processus de décolonisation très importante, il y a d'autres musées qui font pareil, mais bien sûr, les communautés travaillent avec les musées. Peut-être, Brian, Kimberly, Rose, vous souhaitez répondre à cette question? Je ne suis pas sûre comment il faut les rendre, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'ils ont été pris. Pour ramener ces arbres à la maison, on va compter sur la bonne volonté, le soutien des personnes. Nous sommes un peuple autochtone et nous n'avons pas beaucoup de choses. Donc, on va compter sur la bonne volonté des personnes pour le rapatriement des 10 objets. Also, if I can add on to, sorry, Tim, what I No, you was go. talking You go. about as well. I think that, sorry, I think the important thing. Je pense que ce qui est important aussi, on sait comment les choses sont prises, mais aussi il faut regarder le récit. Donc l'idée, c'est que les institutions ont été décolonisées elles-mêmes. Et dans ce sens, la décolonisation n'est pas une métaphore. On ne peut pas percevoir cela comme une métaphore sans qu'il n'y ait d'action. Donc au sujet du rapatriement des objets, nous avons aussi parlé de cela. Tout dépend en fait du récit qui va suivre. Les institutions ne peuvent pas se retrouver vides en rendant les objets. Mais il y a vraiment un récit incroyable. Ça fait partie du voyage lorsque les objets sont restitués. Comment est-ce qu'on agit dans ce processus de guérison? Nous sommes une culture vivante et nous sommes donc des praticiens. C'est ce que nous faisons. Il y a un certain nombre de mensonges autour du sujet. On a vu ces belles vidéos et comme Rose l'a dit, la jeune génération doit faire l'expérience de cela. Donc il y a diverses couches pour chacun. Il n'y a pas de perte. C'est une situation gagnant-gagnant pour tous. Et les récits remplacés dans les institutions sont relativement forts. Ce sont de belles histoires et je pense que c'est bien ce dont il s'agit quand on parle de décolonisation. Kimberly en a parlé du musée de Victoria et c'est très important. Oui, j'aimerais ajouter à ce que Brian vient de dire que quand on revient aux relations, le rapatriement ne se finit pas lorsque l'objet est rendu. Lorsqu'on parle de rapatriement, c'est vraiment une nouvelle manière de se connecter, d'établir une relation. Peut-être que l'objet manque lorsqu'il est rendu d'où il vient, mais en retour, il y a cette relation. Donc c'est un nouveau matériau, une manière de partager la culture vivante des peuples dans les institutions nationales ou internationales. Le musée de Melbourne, nous rendons de manière active des matériaux
culturel, pas seulement des restes ancestraux. Nous avons fait cela pendant des décennies, comme à l'instar de nombreux autres musées. En ce qui concerne donc les relations avec les communautés, les relations de guérison, nous sommes ouverts à rendre les objets. Dans le contexte australien pour les institutions, ce musée a travaillé avec les communautés et l'État, le gouvernement. Donc c'est vraiment en fonction du musée et de sa relation avec la communauté. J'aimerais rapidement mentionner Philip Green, un ambassadeur allemand en Suisse. Je l'ai vu la semaine dernière et nous en parlions justement. C'est simplement pour terminer avant de passer à une autre question. Donc on a ces communautés sources. Et il y a aussi un niveau plus élevé au niveau du gouvernement australien et les gouvernements locaux aussi. Comme Rose l'a dit, on travaille ensemble de bonne foi et c'est le meilleur résultat qu'on puisse obtenir. Je pense que je dois répondre aussi. Merci beaucoup. Par rapport aux communautés et au processus de décolonisation, on essaye vraiment de rétablir des échanges et des connexions égalitaires à long terme, qu'on les appelle communautés sources ou gardiens de la culture. Ce qui est très important, c'est vraiment ce lien, cette connexion. Par rapport à ce que Brooke vient juste de dire, lorsqu'on a une demande d'institution, ça peut être une demande diplomatique officielle par le biais d'ambassadeurs. Nous avons différents cas ouverts, notamment avec l'Australie. Vous vous en souviendrez, avec des procédures antérieures. Donc, nous sommes un musée de la ville. Donc, il ne s'agit pas d'une entité juridique. Donc, en tant que musée, nous ne décidons pas nous-mêmes si un objet peut être rendu ou pas. Ce sont les autorités ou les autorités de la ville qui choisissent. Mais bien sûr, c'est notre travail de donner un conseil aux autorités sur la question. Je dirais que nos autorités sont très ouvertes à cette question de décolonisation des collections des musées. Quant à la question de la restitution, bien sûr, ils acceptent toute demande, que ce soit au niveau de l'État, du musée, des musées, des communautés, etc. Donc, la demande est faite au directeur des musées ou au conservateur. Et je dois aussi dire que lorsqu'on parle du grand nombre d'arbres qui ont été pris, ça va certainement prendre toute une génération pour les ramener à la maison. Donc le processus peut prendre beaucoup de temps. Mais bien sûr, nous traiterons les demandes avec la plus grande diligence qui soit. Une chose qui est vraiment très intéressante, c'est la première fois que j'entends qu'il peut y avoir un échange d'objets. En tant que personne qui travaille dans les musées, on serait très intéressé à savoir pourquoi est-ce que ce musée en Australie a décidé d'échanger ces arbres sculptés contre d'autres matériaux. Presque chaque objet précolombien ont été exportés donc des pays d'origine. Et donc on a eu des problèmes avec ce type de matériaux. C'est très intéressant d'apprendre que vous avez pu en obtenir en échange de d'autres objets qui ont été restitués. Oui,
C'était très appréciable de vous entendre prononcer le mot ancêtre. Merci pour ceci. Il nous reste encore 10 minutes de questions. Nous allons être à l'heure parce qu'il est très tard pour l'orateur suivant au Canada. Alors peut-être si quelqu'un dans le public souhaite réagir. Alors, question du public dans la salle. Bonjour à tous, merci beaucoup pour ces vidéos très puissantes et éloquentes. Je suis curieuse de savoir, Kimberly a dit que c'était très émouvant d'être entouré de ces objets. Donc le musée de Victoria reconnaît qu'il y a des peuples et justement que ça va prendre des générations pour récupérer les objets. Vous avez parlé que vous restituez donc ces objets de manière active pendant les dernières décennies. Et donc, quelle est la situation actuelle? Merci. Merci pour votre question. Alors, on essaye d'aller le plus vite possible dans notre travail et ça ne prendra pas une génération entière pour le rapatriement. Je pense que on parle ici de quelques années, peut-être 2. Ceci dépend, bien sûr, des ressources disponibles, des gestionnaires de collection et des personnes qui sont en charge de ce processus de rapatriement. Cependant, nous avons un conservateur du rapatriement pour le musée. C'est quelque chose qui est annoncé il y a 2 semaines et qui est en développement. Donc nous aurons quelqu'un qui va travailler et dédier l'entièreté de son temps au rapatriement des collections. Par ailleurs, nous avons une très belle équipe ici pour la gestion de la collection. Mon directeur est quelqu'un de très positif et qui est très ouvert au travail que nous effectuons ainsi. C'est une période très intéressante pour nous. C'est un tout nouveau monde, une nouvelle façon de travailler auprès des communautés à l'avenir, leur renvoyer leur matériel culturel. Mais comme je vous l'ai dit, c'est également quelque chose de réciproque. Nous recevons tellement de leur part en retour en ce qui concerne les relations. Et donc, comme je vous le disais au début, il ne s'agit pas ici d'attendre une génération entière. Nous sommes confiants. Une dernière question du public, peut-être? Oui? Oui, merci beaucoup. Je pense qu'en Europe, on parle en général d'objets qui ont été pris il y a des siècles. Pourtant, si j'ai bien compris, ces arbres ont été pris, volés, il y a peu de temps. Et donc, peut-être qu'il y a un manque de connaissances en Europe du fait qu'on parle ici d'une situation récente. Alors, je vais peut-être dire quelque chose. Le premier arbre, le premier goulani qui a été volé du pays Kamilaroi, il est daté et nous avons travaillé en tout cas avec Christopher Morton là-bas au musée, et nous pensons qu'il s'agissait en tout cas du premier qui a été pris ici de nos terres, et il était pris en fait pour l'exposition universelle de Paris. Bon, je vais quand même laisser la parole à nos 3 orateurs pour répondre à cette question. Alors, très rapidement, je vais rappeler la question. Brian, Rose, Kimberly, donc la question était celle-ci. Quand on parle des goulani, c'est une
histoire assez récente par rapport à la situation d'il y a 300, 400 ans, comme on en a l'impression en Europe. Et donc c'est très important pour nous de continuer cette culture, et on ne peut pas continuer, on ne peut pas faire perdurer cette culture sans ces objets. Donc avez-vous quelque chose peut-être à dire à ce sujet? Je ne pense pas que ce soit important de savoir si c'est quelque chose de récent ou pas. L'Australie a la culture vivante la plus ancienne de la planète. Nos objets sont les plus anciens. Donc si on veut les mettre en contexte, si on veut mettre une hiérarchie du temps, nous pourrions dire peut-être que... Voilà, ce que je veux dire, c'est que les questions d'objets, les questions culturelles, c'est pas important de savoir quand ils ont été pris. Cela a de toute façon des dégâts, cela crée des dégâts sur notre culture, et donc la dégradation de notre culture était assez concentrée. La colonisation de la région était violente, brutale. Et donc le retrait des matériaux culturels, le retrait des populations était très intense. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il faut mettre en contexte. C'est pourquoi on parle d'une crise. Le repatriement est très important pour guérir de ces souvenirs, justement parce que c'est une histoire très rapide, courte, intense de colonisation par rapport à la longue histoire de la culture aborigène. Donc tout système de rapatriement est très significatif. Merci. Je suis désolé. Je pense que nous n'avons plus de temps. En tout cas, c'était un plaisir de vous voir tous les trois. Je sais que Jessica Nate est également là. Elle est une des héros de ce projet également. Et j'aimerais également remercier Boris de nous avoir invités. Merci. Merci à tous. Et nous espérons continuer cette collaboration avec vous à l'avenir. Merci beaucoup.